Mon cœur, mon cœur a cessé de battre ce jour-là, ou du moins, c'était l'impression que j'avais. Imaginez ça. Vous êtes assis, vulnérable, dans le cabinet d'un homme que vous payez pour vous aider à recoller les morceaux de votre vie. Et en pleine séance, vous réalisez que cet homme, ce sauveur autoproclamé, est en fait en train de la détruire. Il est l'amant de votre femme. Oui, vous avez bien entendu. Mon thérapeute, celui à qui je confiais mes doutes, mes peurs les plus profondes, le désarroi de mon couple, était l'homme qui partageait le lit de ma Sarah. C'est le genre de révélation qui ne vous lâche jamais, qui grave une cicatrice indélébile sur votre âme. Vous voulez savoir comment une chose pareille a pu arriver? Préparez-vous, ceci n'est pas une histoire pour les âmes sensibles. Bonne écoute. Tout a commencé, comme souvent, par des signes subtils, presque imperceptibles. Des petites fissures dans ce que je croyais être un mariage solide comme un roc. Sarah et moi, nous étions ensemble depuis 15 ans. 15 ans de rires, de défis surmontés, de matins avec l'odeur de café et des croissants qui embaumaient notre petit appartement parisien. Nous avions 2 enfants, Léa, l'aîné, avec ses boucles blondes et son caractère bien trempé, et le petit Théo, toujours à courir après son ballon imaginaire. Notre vie était belle, remplie, organisée. Enfin, je le croyais. Ces derniers temps, Sarah était différente, plus distante, plus absente. Ses yeux, d'habitude si pétillants de vie quand elle me racontait sa journée, semblaient désormais perdus dans un ailleurs, un monde où je n'avais pas ma place. Elle passait plus de temps sur son téléphone, des sourires énigmatiques aux lèvres. Quand je lui posais la question, elle haussait les épaules, marmonnant des choses sur le stress du travail, la fatigue, les enfants. Je voulais y croire. Je devais y croire. Parce que l'alternative était impensable. Un soir, j'étais en train de lire un article sur un vieux fauteuil en velours vert, le même que ma grand-mère avait à sa maison de campagne, avec cette odeur particulière de vieux bois et de souvenirs. Sarah était dans la cuisine, et le cliquetis des couverts résonnant dans le silence de l'appartement. Elle était censée préparer le dîner, mais le silence durait. Un silence étrange, trop long. Je l'ai entendu parler au téléphone, à voix basse, presque un murmure. Et ce murmure, il avait une sonorité différente, plus douce, plus intime que celle qu'elle utilisait avec moi. J'ai essayé de ne pas écouter, de me plonger dans mon livre, mais les mots, ils flottaient dans l'air, m'atteignant malgré moi. Oui, mon chéri, demain, je te jure que personne ne saura. Mon sang s'est glacé dans les veines. Mon cœur, le même qui allait bientôt s'arrêter, a accéléré brutalement. J'en ai rien dit. J'en ai pas pu. C'est comme si ma gorge s'était nouée, bloquée par une force invisible. J'ai fait semblant de ne rien avoir entendu quand elle est revenue, le visage étrangement calme, comme si elle venait de terminer une conversation des plus banales, mais intérieur quelque chose s'était brisé. La confiance, cet édifice fragile que nous avions bâti depuis tant d'années, commençait à s'effriter. J'ai commencé à la surveiller, je l'avoue. Chaque geste, chaque regard, chaque absence, je me sentais mal comme un espion dans ma propre maison. Je me suis dit que j'étais fou, que je m'inventais des histoires, mais la petite voix en moi, cette voix sourde et insistante, ne voulait pas se taire. Et puis un ami m'a dit « Vincent, ça va pas. Tu devrais aller parler à quelqu'un, un professionnel. » Et c'est ainsi que j'ai pris rendez-vous avec le docteur Antoine Moreau, un thérapeute réputé en ville. Je pensais qu'il m'aiderait à comprendre Sarah, à sauver notre mariage, mais je ne savais pas encore que j'étais en train de découvrir la pire trahison de ma vie. Le cabinet du docteur Moreau était un lieu étrange, lumineux, mais avec une lumière filtrée et presque irréelle à travers de lourds rideaux de velours. Il y avait cette plante verte, un grand philodendron grimpant qui occupait presque tout un coin de la pièce, ses feuilles brillantes comme polies. Chaque fois que j'entrais, je le trouvais un peu plus grand, un peu plus exubérant, comme s'il absorbait toutes les histoires et grandissait à chaque secret partagé. Et le docteur lui-même, un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel soignés, un regard profond et un sourire rassurant. Il dégageait une aura de calme et de compréhension qui m'avait immédiatement mis à l'aise. Parlez-moi, Vincent, disait-il d'une voix douce. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai tout déballé. Mes doutes, les changements de Sarah, la conversation téléphonique. J'ai parlé de mes peurs les plus sombres, de la possibilité d'une autre femme dans sa vie. Il écoutait, hochant la tête, prenant des notes. Il est normal de ressentir cela, Vincent, disait-il. Votre esprit cherche des réponses. Mais avez-vous pensé que Sarah pourrait traverser une période difficile? Il a commencé à me convaincre que mes soupçons étaient le fruit de mon insécurité, de mon propre stress. Il me parlait de projection, de manque de communication. Et je voulais le croire. Tellement. Il m'a même conseillé de faire des efforts, de passer plus de temps avec Sarah, de la rassurer. J'écoutais.
J'ai essayé. J'ai même planifié un week-end romantique pour nous deux. Une surprise dans une petite auberge en Provence, l'odeur de la lavande et du soleil. J'étais plein d'eau poire. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Sarah était de plus en plus évasive, elle refusait le week-end, prétextant un projet urgent au travail. Et ses absences, elles devenaient plus fréquentes, plus longues. Elle disait qu'elle allait voir sa vieille tante malade, Marguerite, qui habitait en banlieue. Marguerite que nous n'avions jamais vue et dont elle parlait à peine avant. Une fois, j'ai tenté d'appeler cette tante. Personne n'a répondu. Sarah a explosé de colère, me traitant de fou, de jaloux maladif. Tu ne fais pas confiance, Vincent criait-elle, son visage rouge de fureur. C'est ça que tu veux? La pièce résonnait de ces mots, les enfants se sont cachés dans leur chambre. C'était la première fois qu'elle me parlait avec autant de violence. Et le docteur Moreau, lui, continuait de me rassurer, de m'encourager à travailler sur mes insécurités. Je me sentais pris au piège. Je ne savais plus qui croire, ni en qui j'étais censé avoir confiance. Un après-midi, j'étais à ma séance hebdomadaire. Le philodendron était là, immense, silencieux, comme un témoin impassible. Je parlais de ma frustration, de cette sensation d'être seul face à un mur. Le docteur Moreau m'écoutait avec son attention habituelle. Puis, au détour d'une phrase, il a évoqué un événement récent dans la vie de Sarah. Un événement très spécifique que je n'avais jamais mentionné dans l'Océance. Un dîner avec sa sœur qui s'était mal terminé, avec une dispute à propos d'une vieille histoire d'argent. J'ai marqué un temps d'arrêt. Mes mains ont agrippé les accoudoirs du fauteuil. Comment pouvait-il savoir ça? Comment pouvait-il connaître ce détail intime de la vie de ma femme que je n'avais raconté à personne, même pas à lui? Un frisson glacial m'a parcouru la colonne vertébrale. Mon brain-cœur a commencé à faire des connexions terribles que je refusais de voir jusqu'à présent. L'odeur des croissants, les yeux fouillis, la voix au téléphone, la tante Marguerite. Tout s'est mis en place. Et dans ce cabinet feutré face à cet homme au sourire rassurant, j'ai compris que le monstre n'était pas un inconnu mais qu'il se cachait sous le visage d'un homme censé me guérir. Le silence s'est fait dense, pesant, dans le cabinet du docteur Moreau. Mon regard s'est posé sur le philodendron. Ses feuilles d'un vert profond semblaient m'observer, complices. Je sentais le sang battre à mes tempes, un tambour assourdissant. L'air est devenu difficile à respirer. J'ai demandé, d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix rauque et tremblante. « Comment savez-vous ça, docteur ?» Son sourire a vacillé, juste un instant. Une micro-expression de surprise, puis il s'est recomposé. « Comment ça, Vincent ?» a-t-il dit, son ton habituellement posé légèrement forcé. « Le dîner chez la sœur de Sarah, et j'ai presque craché les mots. Avec la dispute à propos de l'argent ?» Là, il a pâli. Le masque est tombé. Le silence est devenu insupportable. « Sarah est aussi ma patiente, » a-t-il murmuré, ses yeux fuyant les miens. Un mensonge pathétique, une tentative désespérée de se raccrocher à une étincelle de crédibilité. Mais j'avais déjà vu clair. La colère, une colère pure et violente a déferlé en moi. Elle a balayé la douleur, la tristesse, l'incrédulité. Je me suis levé. « Vous êtes un monstre !» ai-je dit, ma voix cette fois ferme, pleine d'une fureur froide. « Vous avez trahi ma confiance, celle de ma femme, celle de vos patients. » Il a essayé de se défendre, de bredouiller des excuses sur la complexité des émotions humaines, sur la force de l'attirance, des mots vides, sonores et creux. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai tourné les talons, le cœur martelant ma poitrine. Le philodendron semblait se ternir un peu, comme si le secret révélé l'avait privé de sa sève. En sortant de son cabinet, je me suis senti vide, anéanti. Le monde autour de moi semblait s'être arrêté. Les bruits de la ville, le clapotis des fontaines, les voix des passants, tout était lointain, assourdi. La confrontation avec Sarah a été dévastatrice. Elle a d'abord nié en bloc, ses yeux froids et durs. Puis, quand je lui ai donné les détails, les preuves évidentes, elle a craqué. Des larmes, des supplications, des aveux déchirants sur la solitude, la routine, l'attirance pour l'écoute attentive de cet homme. « Vincent, je suis désolée, disait-elle entre deux sanglots. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis perdue. » Mais les mots ne pouvaient pas effacer l'image de leur trahison. Cette image gravée au fer rouge dans mon esprit.
Nos enfants ont tout ressenti. Léa, avec sa sensibilité, m'a posé cette question un matin en tenant son ours de peluche. « Papa, pourquoi maman pleure tout le temps ? Comment expliquer à un enfant que leur monde, leur famille, est en train de se briser à cause de la bêtise et de la faiblesse des adultes ?» Je n'ai pas pu. J'ai juste serré Léa dans mes bras, le cœur lourd de larmes que je ne pouvais pas laisser couler. J'ai décidé de partir, pas de la maison, mais de ma vie d'avant. J'ai contacté les autorités compétentes pour signaler le docteur Moreau, ce prédateur en blouse blanche. Ce n'était pas pour la vengeance, mais pour la justice, pour que d'autres ne tombent pas dans son piège. Et Sarah ? Sarah est restée dans l'appartement avec les enfants. Nous avons entamé une procédure de divorce. C'est une épreuve, un long chemin semé d'embûches, mais je sais que c'est la seule voie possible, pour moi, pour ma dignité, pour mon avenir et celui de mes enfants. Je me suis promis de reconstruire, pas une autre vie, mais ma propre vie, une vie authentique, sans mensonge et ni trahison. Le chemin est difficile, les nuits sont parfois longues et silencieuses. Le parfum de la vente de Provence maintenant est remplacé par celui de solitude et de résilience. Mais je vois les sourires de Léa et Théo, et je sais que je ne suis pas seul. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà eu le courage de tout reconstruire après une trahison aussi profonde ? Comment avez-vous trouvé la force d'avancer ? Partagez vos histoires, vos conseils, car c'est en parlant qu'on se relève, non ?